des difficultés d'accès aux locaux inédites qui ont complexifié la réalisation du terrain et la planification des observations de votre rapport. Je le cite, des freins à l'analyse documentaire. Vous citez pêle-mêle, je cite encore, la piètre qualité des données transmises, l'absence ou l'impossibilité d'accéder à certains éléments, ou encore des documents quasi inexploitables. Sur la genèse de ce rapport qui a été, je le rappelle, commandé par le CSE, donc le Comité social et économique de France Télévisions, c'est-à-dire l'instance représentative des salariés, et non pas la direction. À vous lire page 7, on apprend que ce rapport a été précédé de 3 réunions entre la Société des journalistes et la direction, le 19 novembre 2024, le 10 décembre 2024 et le 8 janvier 2025. Lors de la première réunion, la direction invite à procéder, je cite, à un traitement individuel au cas par cas des situations de souffrance au travail, estimant qu'il ne s'agit pas d'un problème collectif ou structurel. Fin de la citation. Après cette réunion, la SDJ publie 36 témoignages de salariés en souffrance. Et pourtant, lors des 2 réunions suivantes, la direction maintient sa position, invite les lanceurs d'alerte à sortir de l'anonymat. La direction nie par 3 fois tout problème structurel chez France Télévisions. C'est la raison pour laquelle le CSE vous a missionné le 5 février suivant. Est-ce que vous pouvez nous préciser le contexte dans lequel vous avez été missionné? Et est-ce que vous avez le sentiment que la direction de France Télévisions a voulu occulter, d'une certaine façon, ces cas de souffrance au travail en niant par 3 fois tout dysfonctionnement structurel? Alors la réponse pourra peut-être paraître un peu désabusée parce que c'est l'ordinaire de notre travail d'être confronté à des directions qui, quand des cas de souffrance au travail leur sont présentés, considèrent d'une part que c'est purement individuel et s'en prennent à l'anonymat quand il a été nécessaire pour faire émerger justement des expériences de souffrance au travail qui ne peuvent pas être dites directement par peur, à tort ou à raison, des représailles. Donc c'est un réflexe qui est somme toute assez ordinaire. La démarche effectivement des représentantes et des représentants du personnel a été de considérer qu'il s'agissait d'un problème plus structurel, plus collectif que individuel. Et j'ai envie de dire, tant du point de vue de ce qui arrive aux salariés que même par rapport à l'attitude de tel ou tel manager, encadrant ou directeur ou directrice de la rédaction nationale ou de l'information. La volonté des représentants du personnel, par exemple, n'a pas été, enfin, c'était pas dans le cahier des charges, et ça n'a pas été, d'ailleurs, dans ce que nous avons trouvé non plus, de pointer le harcèlement moral de telle ou telle personne avec un coupable bien identifié, mais de réfléchir plus globalement, plus collectivement aux risques psychosociaux et ce qui, dans l'organisation du travail, pouvait être générateur de mal-être. Je vous remercie pour votre réponse. Selon les articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail, France Télévisions, en tant qu'employeur, est garante de certaines obligations de sécurité et de prévention des risques liés au travail. Je vais vous citer ce passage du Code du travail, mais l'employeur, je le cite, donc l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le CSE a ordonné et financé lui-même ce rapport. Est-ce que vous estimez, vous, qu'il était de la responsabilité plutôt de la direction de France Télévisions de commander ce rapport de sa propre initiative ? Pour répondre déjà, c'est pas le CSE qui a financé ce rapport, hein, c'est l'entreprise, hein, c'est l'employeur hein, du point de vue juridique qui a financé les expertises risques graves. Donc, in fine, c'est bien l'employeur hein, qui est comptable économiquement quand une expertise de ce type-là est commandée. Quant à savoir effectivement sur cette dimension de l'obligation employeur, si c'est lui qui aurait dû commanditer un travail de ce type, en réalité, France Télévisions en a commandité toute une série de travaux portant sur l'organisation du travail, les impacts de cette organisation sur les métiers, sur la transformation des métiers, sur la transformation des process. France Télévisions n'est pas la dernière structure à demander des audits concernant son propre fonctionnement. Nous les consultons par ailleurs hein, dans le cadre de nos propres expertises. Donc
on sait qu'il y a une production de ce type-là, qu'il y a une attention sur ces sujets-là. On le sait d'autant plus que nous avons, dans le cadre des expertises que nous avons menées à France Télévisions depuis 2009, à rencontrer régulièrement les interlocuteurs de la direction santé, qualité de vie au travail, ou des DSQVTC chez eux, et les préventeurs, qui sont ergonomes, qui sont psychologues du travail, et qui sont tout simplement analystes du travail tout court parfois. Et donc, de ce fait, nous avons des contacts avec cette direction de manière régulière. Depuis 2009, on a vu cette direction évoluer dans ses pratiques, dans ses process, dans ses effectifs, effectivement aussi. Et donc, les moyens sont donnés, mais ils restent insuffisants aujourd'hui au regard des chantiers ouverts en matière de qualité et de conditions de vie au travail. Ça, nous le soulignons dans tous nos rapports depuis 2009. Il y a des efforts à produire. Il y a une méthodologie en termes d'appréciation des risques professionnels qui a évolué, qui s'est améliorée, mais qui reste insuffisante et qui reste en partie entravée ou limitée par ce que nous soulignons tout à l'heure, c'est-à-dire un effet de système avec des objectifs et des contraintes qui sont posées à l'entreprise qui l'amènent trop souvent, en tout cas à notre regard d'analyste du travail, trop souvent à être en prévention secondaire ou tertiaire plutôt qu'en prévention primaire, c'est-à-dire à agir plutôt au moment où les situations apparaissent, à agir plutôt au cas par cas, à agir quand il y a déjà des signaux qui sont dans le orange ou dans le rouge, du point de vue des indicateurs en santé au travail, plutôt qu'en prévention, c'est-à-dire à agir sur les structures, sur les effectifs, dans la mesure où effectivement la structure et la question des moyens donnés à l'entreprise pour permettre des conditions de travail satisfaisantes sont contraintes. Je vous remercie pour votre réponse. Je me permets peut-être de reformuler ma question, mais à la lecture de votre rapport, on constate malgré tout qu'à 3 reprises, lors de 3 réunions entre la SDJ et la direction de France Télévisions semble avoir freiné pour cette initiative de rapport qui vous a été mandatée, qui vous a été demandée. Est-ce que vous avez aussi cette impression-là? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la direction de France Télévisions n'a pas semblé vouloir de ce rapport et n'a pas pris en tout cas toute la mesure de la gravité des faits de souffrance au travail qui pouvaient être exprimés au travers des nombreux témoignages qu'on peut lire dans votre rapport? Là encore, il y a quelque chose d'assez ordinaire dans notre travail. Vous avez compris avec l'intervention de ma collègue que les commanditaires sont les représentants du personnel et le payeur est l'employeur. Donc il est rare en réalité que l'employeur soit très favorable à notre intervention. Après, le Code du travail prévoit que ça puisse être possible et que ça puisse se faire malgré tout, donc ça se fait. Ce qui se manifeste à travers ces 3 rendez-vous, nous semble-t-il, mais nous on n'y était pas et comme vous l'avez noté, notre intervention elle commence après, c'est une divergence d'interprétation sur la situation. Et commander une expertise, ça n'est pas attaquer son employeur au tribunal pour justement faire respecter l'obligation de sécurité citée dans l'article L4121-1 que vous avez mentionné. Demander une expertise, c'est permettre qu'un certain nombre de faits puissent être établis, confirmés, éventuellement infirmés, et qu'une analyse puisse être portée et qu'ensuite des préconisations sur la base de ce diagnostic puissent être formulées pour alimenter le dialogue social. C'est ce qu'ont souhaité les représentants du personnel et nous on peut surtout parler des intentions des représentants du personnel puisque ce sont eux qui nous ont mandatés. On peut constater que une expertise s'impose à l'employeur juridiquement. Il a la faculté, s'il estime par exemple que le risque grave sur lequel se fonde l'expertise n'est pas constitué, il a la faculté d'aller contester au tribunal le déroulement de cette expertise en disant le risque grave n'existe pas. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas de la direction de France Télévisions. Je vous remercie pour votre réponse complète. J'en viens maintenant aux conditions dans lesquelles s'est déroulée votre mission. Page 12 de votre rapport, vous mentionnez, je le cite, « des difficultés d'accès aux locaux inédites qui ont complexifié la réalisation du terrain et la planification des observations ». Fin de la citation. Vous indiquez que la direction a refusé de vous fournir un badge d'accès pour la durée de votre mission, contrairement aux précédentes expertises que vous aviez réalisées chez France Télévisions. Est-ce qu'au regard de ces éléments, vous avez eu le sentiment que votre mission s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes? Est-ce que vous estimez avoir bénéficié d'une pleine et totale collaboration
de la direction de France Télévisions? Au contraire, est-ce que vous avez subi des entraves dans la réalisation de vos travaux? Pour répondre à votre question, oui, effectivement, par rapport aux expertises que nous avons pu réaliser à France Télévisions précédemment, les contraintes logistiques existaient sur celle-ci et n'existaient pas antérieurement. Donc oui, il y a eu une inflexion, effectivement, qu'on n'a pas réussi à nécessairement expliciter. Pour autant, on a malgré tout réussi à mener tous les entretiens qu'on souhaitait mener, on a réussi à mener les observations qu'on souhaitait mener. Là où on a en réalité rencontré le plus de difficultés ou le plus de blocages, mais qui ne sont pas nécessairement volontaires pour le coup, c'est dans la qualité et le volume des documentaires que l'on a pu explorer, investiguer, et qui sans doute auraient permis d'aller peut-être un peu plus loin dans le résultat des analyses portées sur la dimension des inégalités de traitement notamment. Là, ce n'est pas nécessairement la direction qui a fait entrave, mais c'est plutôt le système d'information existant aujourd'hui à France Télévisions qui est à interroger. Les données disponibles, la manière dont elles sont organisées pour qualifier ou non certains parcours et certaines situations de discriminantes ou d'inégalitaires sur le plan de la rémunération, sur le plan de l'évolution des parcours, sur le plan de la distribution des tâches. Et là, effectivement, le système d'information qui est celui de France Télévisions aujourd'hui répond à des questions, mais pas à celles-ci. Juste une petite précision, comme le rapporteur évoque la direction de France Télévisions, il se trouve qu'après votre rapport, la DRH du groupe France Télévisions a remis sa démission. Est-ce que vous aviez eu des échanges avec cette personne qui était la DRH et qui a donc quitté en novembre le groupe France Télévisions? Non, nous n'avons pas eu d'échange, d'entretien avec la DRH sur cette expertise-là. En tout cas, antérieurement, oui. Sur d'autres expertises. Sur celle-ci, non, pour la simple et bonne raison que le périmètre qui était donné à cette expertise était celui de la rédaction nationale et pas celui de la direction de France Télévisions ou la direction de l'information, mais bien celui de la direction de la rédaction nationale qui a sa propre directrice des ressources humaines. Et donc, celle-ci a été entendue, mais pas les échelons supérieurs. Merci Madame pour votre réponse. Dans les entraves que vous avez pu connaître dans la réalisation de vos missions par la direction de France Télévisions, je pense particulièrement à l'accès aux documents. Vous mentionnez page 13 de votre rapport, je le cite, des freins à l'analyse documentaire. Vous citez pêle-mêle, je cite encore, la piètre qualité des données transmises, l'absence ou l'impossibilité d'accéder à certains éléments ou encore des documents quasi inexploitables. Et je les cite car je vous avoue éprouver aujourd'hui en tant que rapporteur les mêmes obstacles inédits dans le déroulement d'une commission d'enquête de la part de France Télévisions. Il y a des freins dans la transmission des documents, il y a une mauvaise qualité de certaines données transmises, il y a une interdiction jusqu'à présent qui a été faite aux administrateurs de l'Assemblée et à mon collaborateur de pouvoir consulter des documents, en rupture d'ailleurs totale avec les usages d'une commission d'enquête et de la loi. J'ai reçu par exemple les premiers documents que j'avais demandés plus d'un mois après les avoir réclamés. Le 9 janvier, soit plus d'un mois et demi après mes premières demandes, je ne disposais que moins de 2 documents sur 10 demandés à France Télévisions. Est-ce que vous estimez, et à la lecture de votre rapport, j'ai l'impression que c'est le cas, que la direction de France Télévisions a freiné vos travaux, voire a volontairement restreint vos accès aux documents utiles, notamment pour tenter d'atténuer la profondeur de vos analyses? Pardon, j'ai juste une précision que le cas de la commission enquête n'est pas le même. De toute façon, le rapporteur le sait que le travail que vous avez mené. Donc, je comprends la volonté du rapporteur de faire un lien, mais c'est deux choses très différentes. Qu'effectivement, les pouvoirs du rapporteur lui permettent de pouvoir contrôler sur place et sur pièce, et qu'il faut s'assurer, que je m'en assurais que les documents qu'il a reçus, parce que c'est une chose de recevoir les documents, c'en est une autre de pouvoir les exploiter, et donc il doit être en capacité, monsieur le rapporteur, de pouvoir les exploiter par une organisation, une arborescence. On parle quasiment d'1 million de pages à traiter. J'ai demandé hier que les administrateurs qui accompagnent le rapporteur dans sa mission puissent y avoir accès, car malgré les capacités du rapporteur, il ne sera pas en mesure seul d'analyser 1 million de pages. Pour ce qui est de son collaborateur, pardon, je précise tout, mais c'est important, c'est pas l'usage dans le règlement de l'Assemblée nationale, mais les administrateurs doivent y avoir accès, je l'ai demandé, et il faut être en capacité d'exploiter. Pardon, c'est sur les documents pour le rapporteur. Maintenant, c'est important que vous puissiez répondre à la manière dont, effectivement, comme le rapporteur vous l'a demandé, vous avez pu exercer votre mission.
qui, si je l'ai bien compris, ça serait intéressant de savoir, vous demandait d'aller régulièrement sur place. C'est un travail sur place. D'ailleurs, peut-être, s'il est important, on est d'accord, nous expliquer concrètement comment vous aviez accès aux pièces et comment vous travailliez durant cette mission. Très bien. Merci déjà pour ces précisions sur le fonctionnement d'une commission parlementaire, parce qu'on n'est pas forcément au fait. Pour expliquer la manière dont nous, on fonctionne et surtout notre fonctionnement est encadré, donc c'est par le Code du travail qui dispose que l'employeur doit mettre à disposition de l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, sans beaucoup plus de précision. Donc en fait, après, ce sont les jurisprudences qui viennent un peu préciser les contours de cette obligation qui pèse sur l'employeur ou de ce droit qui nous est donné. Quand il s'agit d'un expert comptable, c'est plus facile parce que ça correspond aux pièces qu'un commissaire au compte, auquel un commissaire au compte peut avoir accès. Nous concernant en matière de santé, sécurité et conditions de travail, il n'y a pas de pièces toutes faites que l'on pourrait contrôler. Il y a un certain nombre de documents qui sont toujours des indicateurs indirects pour nous, pour les problématiques que nous cherchons à creuser autour des conditions de travail. Et donc, la difficulté, c'est qu'effectivement, on est parfois confronté à un système d'information qui, parce qu'il est conçu pour d'autres raisons que celles qui nous animent, de par le cahier des charges donné par les représentants du personnel, ne répond toujours qu'imparfaitement ou indirectement ou incomplètement à nos questions. Et c'est ce qui s'est passé, en l'occurrence, là sur cette expertise à France Télévisions, où dans la mesure où nous étions interpellés par les représentants du personnel sur l'hypothèse d'inégalité tenant non seulement éventuellement rémunération, mais aussi à la répartition du travail, à qui peut faire quoi. On a demandé un certain nombre de documents relatifs à la traçabilité de la production, justement pour savoir qui fait quoi, pendant quelle durée, avec quelle signature, quelle durée ensuite quelle durée du travail, quelle durée du reportage associé, etc. Et c'est sur ces aspects-là que les informations qui nous ont été communiquées incontestablement, et restaient extrêmement partielles parce que elles n'ont pas été construites pour répondre à ces questions-là. C'est pour ça que dans nos préconisations, et dans la mesure où ce sont des questions qui nous semblaient effectivement importantes et qui animent la représentation du personnel, on a préconisé d'améliorer le système d'information pour répondre à ces questions-là, puisque nous avons travaillé toujours de manière indirecte avec des documents qui avaient d'autres fonctions. Il n'y a rien d'illégal à ça, dans la mesure où la jurisprudence, donc contrairement d'après ce que je comprends à ce qui existe pour une commission d'enquête parlementaire, et effectivement on n'a évidemment pas le même statut, la jurisprudence dit que la direction n'a aucune obligation de fabriquer des documents qui n'existent pas pour notre compte. Elle doit nous donner ce qui nous est nécessaire et c'est à nous de le retraiter. Merci, monsieur, pour votre réponse. J'en viens désormais au fond de votre rapport qui est très instructif. Vous revenez notamment sur la fusion des rédactions nationales de France 2 et de France 3. Lors de son audition, monsieur Sidmon Gomes insistait sur la force différenciante de France Télévisions, notamment par rapport à la vocation de France 3, toujours au plus près du terrain. Pourtant, je lis dans votre rapport, en page 2, je le cite, « Les journalistes issus de France 3 sont globalement défavorisés. En moyenne, leur rémunération est plus basse, ils ont moins accès aux positions d'encadrement, aux éditions les plus prestigieuses, aux magazines, aux sujets les plus longs, à la possibilité même de signer un sujet en tant qu'auteur principal. » Fin de la citation. Je vais vous citer un autre témoignage que j'ai trouvé page 42. « Oui, je vous dis, au sein du management, c'est majoritairement des France 2 qui ont été nommés aux postes d'encadrement les plus élevés. » Fin de la citation. « Ceux qui ont travaillé à France 3 semblent en pâtir pour leur carrière. » Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette différence, cette distinction entre ceux qui sont issus de France 2 et de France 3 ? France 3 est l'antenne des territoires, c'est d'ailleurs l'une des missions importantes de l'audiovisuel public. Est-ce que vous avez l'impression que les personnels, les journalistes notamment de France 3, sont victimes de la part de la direction d'une forme de mépris, notamment par rapport à leurs collègues de France 2 ? Alors, pour bien préciser le périmètre, tout d'abord, c'est qu'effectivement, on parle des journalistes issus de France 3 qui sont dans la rédaction nationale. Il y a des journalistes de France 3 Réseau, enfin, le choix a été fait de conserver la
France 3 sur l'aspect réseau et régional, avec du coup des bouts de reportages issus de la rédaction nationale, mais qui sont intégrés dans des éditions, quant à elles, régionales. Donc nous, on parle bien uniquement des journalistes intégrés à la rédaction nationale et sans avoir rien de spécifique à dire sur les journalistes des stations régionales, faute d'avoir enquêté sur le sujet. Ça fait combien de personnes qu'on sache juste de quoi on parle, du nombre de personnes qu'on parle? Alors, ça fait 400, la rédaction nationale, c'est 450 personnes, si je ne dis pas de bêtises, et à peu près 40% de France 3, sans avoir révisé les chiffres. Non, mais okay, merci. Et donc, effectivement, ce qu'on constate, en moyenne, et voilà, on trouvera toujours des contre-exemples ou des personnes pour citer des contre-exemples, mais en moyenne, les journalistes de France 3 perçoivent des rémunérations inférieures et, semble-t-il, d'après les traces documentaires que nous avons rapportées, et j'ai dit combien ça restait incomplet et partiel, ont moins accès aux éditions les plus prestigieuses et ont des reportages, ont moins de possibilités de signer des reportages ou de faire des reportages, des sujets relativement plus longs que les autres. Semble-t-il, jusqu'à preuve du contraire, puisque les éléments documentaires qui nous ont été fournis restent complets et que, grosso modo, suivant les documents dont il s'agit, qui contiennent déjà des dizaines de milliers de lignes, mais il en manque des dizaines de milliers d'autres, permettent de tracer entre 10 et 30% de l'activité de la production suivant les documents qu'on avait. Donc peut-être que cette analyse est biaisée par l'incomplétude des documents. C'est pour ça que l'une de nos recommandations, c'est de poursuivre l'analyse avec un système d'information un peu plus nourri. Il y a donc effectivement, matériellement, quand on constate à travers la rémunération, la répartition du travail, une tendance à des considérations relatives des journalistes de France 3 vis-à-vis de ceux issus de France 2, mais aussi vis-à-vis d'une population dont on n'a pas parlé jusque-là, qui sont, parce qu'on a continué à recruter malgré tout à la rédaction nationale après la fusion des rédactions, des journalistes qui n'ont connu ni l'une ni l'autre des rédactions, qui sont donc généralement plus jeunes et qui sont dans une position un petit peu ambivalente, puisqu'ils peuvent connaître des formes de reconnaissance rapides et tout à fait gratifiantes, mais au prix, pour un certain nombre d'entre eux aussi, d'une charge de travail très importante, d'une exigence de réactivité, voire de malléabilité qui est extrêmement importante. Donc il y a là aussi une position ambivalente pour des personnes qui sont ni issues de France 2, ni issues de France 3. Je vous remercie pour votre réponse. Vous mentionnez dans votre rapport de nombreuses inégalités de traitement, ce sont vos termes. Elles ne se cantonnent pas simplement donc aux anciens journalistes de France 3, puisque vous écrivez en page 2, je cite, « Ce sont les femmes, les plus anciens et enfin les originaires de France 3 qui déclarent les situations les plus critiques. » Alors j'aimerais m'attarder notamment sur la question des seniors, faisant notamment écho à la stratégie assumée de Delphine Ernotte d'en finir ou de tourner la page avec la télévision publique des hommes blancs de plus de 50 ans. En lisant votre rapport, on a en effet le sentiment que pour être reconnu chez France Télévisions, il faut être quasiment un trentenaire urbain et que les autres ont du mal à se faire une place parmi la rédaction. Vous écrivez notamment page 26, je la cite, « Concernant l'âge et l'ancienneté, le score devient de plus en plus négatif au fur et à mesure que l'âge et l'ancienneté augmentent. » Si l'on ajoute à cela les récentes condamnations devant les tribunaux pour licenciement abusif, pour discrimination de nombreuses figures de l'audiovisuel public de France Télévisions, comme par exemple les animateurs des chiffres et des lettres récemment, comme par exemple Patrick Sébastien, qui ont obtenu des centaines de milliers d'euros d'indemnisation pour licenciement abusif devant les tribunaux, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une politique RH délibérée chez France Télévisions, en application d'ailleurs de la doctrine de la présidente Delphine Ernotte, de discriminer les journalistes ou les animateurs seniors chez France Télévisions? Pardon, je juste préciser parce que il faut qu'on reste mesuré dans nos expressions. Là encore, je ne viens pas en soutien de la direction, mais on peut pas dire, on peut pas affirmer qu'elle a. C'est que des citations. Non, non, mais monsieur, elle peut pas affirmer qu'elle a décidé de discriminer par principe. Il y a des choix qui ont été faits. Les hommes blancs de plus de 50 ans. Il y a des. Non, non, mais je termine juste. Elle est venue s'en expliquer. Si le rapporteur souhaite l'auditionner à nouveau, nous l'auditionnerons à nouveau pour qu'elle puisse répondre à nos questions. Mais
voilà, il faut faire attention à ce que l'on dit ici. On ne peut pas dire qu'elle a décidé de discriminer par partie, c'est une accusation grave. Je suis aussi là pour vous protéger. Non, mais je suis aussi là pour vous protéger, monsieur le rapporteur. On ne peut pas accuser comme ça. Donc, elle pourra revenir s'en expliquer. Maintenant, la question du rapporteur, c'est sur les choix qui ont été faits, voilà, des choix qu'on peut contester. Je suis aussi là, voilà, pour qu'il n'y ait pas ensuite d'accusation contre accusation. On n'est pas dans un ping-pong entre la direction de France Télévisions et vous, et je pense que les questions doivent être posées ici à la direction de France Télévisions. Et encore une fois, je le redis, s'il faut reconvoquer la présidente directrice générale de France Télévisions pour aller plus loin dans la réponse aux questions que le rapporteur se pose, pour mieux comprendre les choix stratégiques qui ont été faits, je le ferai et je la convoquerai à nouveau. Je vous laisse répondre à la question. Étant entendu, et je le précise simplement pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien, vous avez travaillé sur les journalistes et pas sur les présentateurs. Et donc pas forcément sur les présentateurs qu'ont évoqué monsieur le rapporteur, mais ça ne vous empêche pas de répondre à la question sur les journalistes et les choix qui ont été faits, et une éventuelle, voilà, je permets de tempérer un peu le propos, discrimination que le rapporteur... Alors, ce qu'on peut répondre vraiment à notre échelle, c'est ce qu'on a observé, c'est un modèle d'organisation du travail à l'échelle de la rédaction nationale qui amène à privilégier les personnels, salariés hommes et femmes, jeunes ou moins jeunes, qui se rendent disponibles et donc qui manifestent une disponibilité importante. Il se trouve que effectivement, ça filtre des salariés qui seraient moins disponibles en termes d'amplitude horaire, en termes de déplacement, en termes de découchés. Et donc du coup, là-dessus, c'est comme ça que l'on arrive effectivement à un filtrage des femmes, du fait de leur situation familiale la plupart du temps, mais aussi des personnes les plus âgées qui peuvent avoir des restrictions d'activité, notamment là je parle des journalistes reporters d'images, qui du coup ont des contraintes individuelles liées à leur état de santé, à leur état de famille, parfois à d'autres situations spécifiques, qui amènent effectivement à ce qu'il n'ait pas un accès équivalent à leurs collègues. Et donc c'est ce modèle de prôner la très grande disponibilité, prôner une très grande réactivité également, et prôner par ailleurs une grande malléabilité qui amène à ce qu'il y ait les personnes qui sont ni France 2 ni France 3 qui puissent monter plus rapidement dans les échelles, obtenir plus rapidement un accès aux 20 heures que d'autres. Et donc c'est ce modèle-là qui conduit à du filtrage et parfois du coup à des situations de production d'inégalités parce que le modèle privilégié est celui du réagir vite, être disponible en tout moment, être géographiquement très mobile. Et donc c'est ce dispositif-là qui amène progressivement à du filtrage. Allez-y pour compléter, allez-y. Je redonne la parole au rapporteur. Oui, juste peut-être un ajout, parce que c'est un aspect qui apparaît peu dans notre rapport. Un constat qui a été fait par plusieurs de nos interlocutrices et interlocuteurs au cours de notre expertise, et qui les interloquait d'une certaine manière, c'est aussi que la rédaction la rédaction nationale leur apparaît, pour reprendre un terme que vous avez utilisé, très blanche. S'étonnant effectivement du coup qu'elle apparaisse relativement peu représentative de la société française dans son ensemble, faisant l'hypothèse que les discriminations, s'il y en a, ou les filtrages, se font plutôt en amont plutôt qu'au sein de la rédaction nationale. Donc là, c'est un mystère qui reste entier, mais qui a quand même été souligné par une partie de nos interlocutrices et interlocuteurs. Je vous remercie pour vos réponses. J'en viens maintenant, après avoir parlé des seniors, j'en viens aux jeunes journalistes qui débutent chez France Télévisions. Beaucoup commencent le métier, vous le savez, en réalisant des piges, c'est-à-dire des articles qui sont payés au mot pour différents médias. C'est une situation qui est très précaire. C'est une situation d'indépendants qui ne savent pas d'ailleurs de quoi sera fait leur lendemain pour une grande majorité, qui ne peuvent même pas donner, par exemple, de garantie pour louer un logement. Vous écrivez page 12 de votre rapport, je le cite, « Certains nous ont contactés pour nous indiquer leur peur d'être identifiés et de représailles sur leur emploi ou situation de travail s'ils prenaient la parole sur leurs conditions de travail spécifiques et les violences au travail dont certains disaient faire l'objet. » Fin de la citation. Vous parlez donc d'un climat de peur chez France Télévisions. Comment est-ce qu'il se traduit concrètement ?
C'est là aussi un constat assez banal que les salariés qui peuvent être... Alors, il y a le système spécifique de la pige dans le métier de journalisme, mais ça vaut aussi de salariés en CDD, en intérim, ou des formes de salariat déguisé en auto-entrepreneur. Bref, des situations de précarité sous toutes ces formes. Ça crée des craintes souvent fondées de représailles. Et donc, ça, c'est souvent un obstacle posé à nos expertises pour pouvoir rencontrer les gens, où il faut offrir effectivement des garanties d'anonymat, éventuellement des disponibilités en dehors du lieu de travail pour rencontrer les personnes. Et c'est aussi un frein pour les représentantes et les représentants du personnel pour pouvoir les représenter et représenter les conditions de travail et les difficultés qui sont associées. Et donc ce constat-là, que la précarité n'est pas favorable à la dénonciation de conditions de travail perçues comme délétères, déborde largement France Télévisions. Mais est-ce que pour autant, il faut se satisfaire de ce climat de peur, encore plus dans une entreprise publique, payée par l'argent du contribuable? Je conviens que vous expliquez que c'est malheureusement une situation qui est assez banale dans les travaux que vous menez, mais est-ce qu'il n'y a pas une exigence supplémentaire pour une mission de service public, pour une entreprise comme France Télévisions, de ne pas installer et développer ce climat de peur auprès notamment des salariés ou même des indépendants les plus précarisés? Je ne saurais pas dire s'il y a une exigence supplémentaire dans la mesure où cette exigence découle du Code du travail, qui s'applique à France Télévisions, mais aussi à d'autres entreprises dans le secteur privé. Même Code du travail. Allez-y, monsieur le rapporteur. Merci pour votre réponse. Vous expliquez également dans votre rapport que certains rôles ne tournent pas au sein de la rédaction nationale, les tâches dégradantes notamment, qui peuvent être perçues comme les micro-trottoirs ou les captations sonores, sont toujours réalisées par les mêmes. Certains parlent même de copinage. Je vais vous citer un témoignage, page 88. Je cite, « C'est les chouchous, il y a du népotisme, ils sont là depuis plus longtemps, ils sont souvent à l'antenne, ils se remplacent entre eux, cela bloque. Ils ne vont jamais faire de micro-trottoirs ou les exercices ingrats. Il n'y a jamais une de ces personnes qui a travaillé pour un de mes sujets. » Fin de la citation. Lors de votre mission, est-ce que vous avez eu le sentiment que les décisions qui étaient prises, que les décisions, notamment celles-ci, étaient prises sur la base uniquement des compétences, ou est-ce qu'elles étaient prises sur d'autres critères, probablement subjectifs, comme par exemple le réseau, le copinage, c'est le terme qui est cité, ou les amitiés? Donc effectivement, il y a une hiérarchisation des produits. Faire un sujet aux 20h de France 2, c'est plus reconnu comme plus valorisant que de faire un sujet pour une édition nationale, une édition régionale de France 3, pardon, mais édité par la rédaction nationale, parce qu'en plus on ne sait pas dire forcément à quel moment ça va passer. Donc quand on recherche des interlocuteurs, on ne peut pas leur dire à quel moment ça va passer. Et donc cette hiérarchisation des produits, elle peut effectivement au bout d'un moment s'accompagner d'une hiérarchisation des personnes si certains sont confinés sur